On revient sur l'émission de Architecture pour tous. Aujourd'hui, on a l'occasion quand même de trouver en place trois invités, dont le premier que je ferai le plaisir de présenter, qui est Brahim Niang, qui est un spécialiste dans le domaine de l'architecture. Je ne vais pas que mettre dans un moule, je lui laisserai quand même faire sa propre présentation. Parce que je pense que Ibrahim a d'autres choses à nous apprendre. Nous, les architectes, on dit des temps peut-être modernes, mais lui, il est avec nous, c'est notre grand frère, il a des choses à nous apporter. Et j'aurai le plaisir de lui laisser le micro, il va le faire. Mais à côté, j'ai Mamital que j'ai découvert récemment, qui est une architecte, en même temps designer, qui fait beaucoup de choses, dont j'ai vu même dans sa biographie, architecte, entrepreneur, et ça m'a beaucoup intéressé. C'est la raison pour laquelle je voudrais que Mamital, après, dans sa présentation, me définisse ce que c'est que l'architecte entrepreneur. À côté, j'ai quelqu'un que j'ai invité qui s'appelle Mamadou Diop. Mamadou Diop, il s'est fait tout seul. Il a commencé par être manœuvre, et de manœuvre, aujourd'hui, c'est un grand technicien. Il se promène un peu dans les cabinets de l'architecte. Je crois que c'est ce qu'on appelle un mercenaire. Il maîtrise bien ce qu'il fait. Et ce qui m'intéresse chez lui, en plus de tout, il maîtrise bien Autodesk. Autodesk, il pourra nous en parler parce qu'aujourd'hui même, il a même de faire des formations. Et là, à côté, vous savez, c'est ma conseillère, mon binôme, que je donnerai la parole. Suite à ça, on donne à Brahim. Aïda. Voilà, merci. Effectivement, tu l'as dit, c'est aujourd'hui générationnel. L'architecture, je dirais ça parce que effectivement, nous avons l'honneur d'avoir Brahim qui va toujours dans cette idée d'avoir un recueil où nous aurons toutes les facettes de l'architecture au Sénégal. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'avoir Brahim Niang qui va nous en apporter un peu plus dans ce recueil, qui va nous parler un peu plus de l'architecture, comme l'a d'ailleurs fait il y a si peu de temps Monsieur Thierry Melot. Nous avons aussi Monsieur Mamadou Diop qui va nous parler de son expérience, parce qu'aujourd'hui, tout le processus d'architecture et de construction, d'après ce que j'ai compris, il a fait ce cheminement, il va nous en parler. Et j'ai la fierté, c'est le cas de le dire, d'avoir, je dirais, la relève aujourd'hui qui va nous parler aussi de son expérience, parce que quand on dit effectivement, on dit relève, c'est pas parce que simplement ils viennent de commencer, ça veut dire qu'il y a aussi un background et que aujourd'hui, avec cet échange, même nous, les anciens, nous pouvons en tirer quelque chose. Voilà. Brahim, on te laisse te présenter. Malik, je vous remercie pour cette invitation. J'ai effectivement découvert très récemment cette plateforme de discussion que vous avez eu l'idée de monter. Je vous en félicite énormément parce que nous en avions besoin. Les rares plateformes de discussion que j'ai eues avec des collègues architectes remontent des années 82. Parce que nous étions tout nouveaux dans la profession de l'architecture et il fallait que nous comprenions notre profession et comprenions le métier que nous voulions faire. Et les grandes interrogations de l'époque étaient, en fait, on parle de mots comme la ville. Qu'est-ce qu'une ville? Qu'est-ce que l'architecture? Quelle est la différence entre un architecte et un ingénieur et un urbaniste, etc. Donc c'était des grandes interrogations alors qu'on venait de boucler nos différentes années d'études d'architecture qui ont été longues et malgré tout on continue à s'interroger sur notre profession. Je me rends compte 40 ans après que ce sont les mêmes interrogations. Et je me réjouis effectivement comme vous d'avoir pratiquement presque une nièce ou une fille dans cette relève et je découvre avec plaisir que eux, au moins, s'ils commencent à comprendre ce que c'est que la profession. Comme vous l'avez présenté tout à l'heure, architecte entrepreneur, c'est exactement le profil qu'il nous faut si nous voulons être des bâtisseurs de notre nation. Être des architectes et en même temps être des entrepreneurs. Tout à l'heure, avant qu'on ne démarre cette discussion, on avait parlé
de la fameuse école de la Bauhaus. La Bauhaus était une école de méthode. La Bauhaus exigeait qu'il n'y ait pas de différence entre l'artiste et l'artisan. Pour un bon architecte qui n'a pas le savoir-faire de son savoir était un piètre architecte. Un architecte doit avoir le savoir-faire de son savoir. Le savoir-faire du savoir de l'architecte, c'est l'entrepreneuriat. C'est l'entreprise, c'est l'art de bâtir, l'art cos tectum, tel qu'il est défini dans notre métier. Sinon, il n'est pas utile. Aujourd'hui, les pays africains, les pays que nous sommes, ont besoin de définir une architecture à la fois biologique, une architecture sociale, une architecture écologique, une architecture économique au service des populations pour laquelle elle est rendue. Alors, si on n'arrive pas à découvrir ce métier d'architecture qui est différente de l'esthétique architecturale simple, qui est tout à l'heure, comme disait la consoeur, très restrictif en termes de travail pour un architecte qui est le chef de 25 corps de métiers réunis, alors on n'arrivera jamais à bien servir notre pays. Et malheureusement, les gens ne comprendront pas à quel point notre métier est noble et riche. Alors, je suis donc passé vous voir pour lui donner un complément de monsieur. Je suis de cette formation de l'école d'architecture de Dakar, une école qui est née de la volonté du président de la République, Léopold Sédar Senghor, au début des années 70, parce qu'elle tenait à avoir une école qui pouvait concurrencer celle de l'OCAM, celle de Lomé, une école pour le Sénégal seul, une école pour l'art sénégalais. Il voulait une école comme les manufactures des arts et métiers de Thiès, qui soit une école d'un art nouveau pour une nouvelle nation. Et il nous avait essayé, il avait demandé à ce que nous fassions le tout pour qu'il y ait une architecture sénégalaise. Nous étions une dizaine de jeunes, encore aujourd'hui architectes. Certains sont très connus par leur talent qui s'impose dans ce pays aujourd'hui. Mais ce que nous devons maintenant apprendre à faire, c'est de léguer notre savoir-faire à nos confrères et nos consoeurs, tout comme Atepa Goudiaby a eu à également nous former nous-mêmes. Et il est de notre devoir de venir contribuer à cette plateforme. Merci Ibrahim. Mami, voilà, tu peux te présenter et puis voilà. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité et je suis contente de me retrouver parmi des personnes aussi expérimentées et je pense que cette interview va être plus un apprentissage pour moi qu'autre chose. Et moi, je m'appelle Mamital, j'ai pas grandi ici, j'ai grandi au Togo où donc j'ai été à l'école jusqu'à l'âge de 18 ans où j'ai eu mon bac. Ensuite, je suis allée à Montréal où j'ai fait mes études et en 2017, je suis rentrée ici. Pour moi, c'était une évidence de rentrer ici parce que, comme je disais, je pense que l'architecture, fait partie des métiers salvateurs, on va dire, entre guillemets. Et donc, pour moi, quelqu'un qui entre dans ce type de métier doit partir déjà avec ça en lui. Il doit porter un certain caractère. Et pour moi, je pense qu'on a cette vocation-là dès la naissance. Je pense qu'on a cette vocation. Si on doit devenir architecte, on le deviendra. Qu'on fasse les études pour ça ou pas. Donc, pour moi, c'était évident que après mes études, j'allais rentrer dans mon pays parce que c'est mon pays qu'il fallait bâtir, qu'il fallait développer. Donc, je suis rentrée en 2017 et pour justement ne pas directement commencer à travailler pour moi, être dans une niche et finalement commencer à avoir des œillères parce que au final, on te dit quand tu as trop de conviction en architecture ici, c'est mieux d'aller à Toubab Diala ou avoir ta petite maison et travailler pour des particuliers. Non, je voulais vraiment entrer et savoir comment ça se passait. Et donc j'ai commencé à travailler à l'agence de gestion du patrimoine bâti de l'État, où donc j'ai eu la chance de travailler sur la nouvelle ville de Diamniadio. Et donc ça a été une expérience très intéressante pour moi parce que j'avais beaucoup de choses à dire en fait et j'avais beaucoup de choses à apporter à un moment où le programme était déjà lancé, mais au moins ça m'a permis de voir comment ça se passait, de voir aussi vers quels architectes on se tournait plus pour ces projets, de voir aussi comment est-ce qu'ils étaient établis, comment est-ce qu'il faudrait peut-être plus intégrer les locaux, qu'est-ce qui manquait en fait. Et donc après ça,
J'ai travaillé sur la Maison des Nations Unies, également sur le projet de réhabilitation de l'ancien palais de justice en palais des arts, projet qui n'a toujours pas abouti. Et donc aujourd'hui, je me retrouve au niveau du bureau d'architecture et de conservation des palais nationaux, où j'ai la chance de travailler sur de la réhabilitation et de la maintenance, mais où aussi j'ai la chance de connaître en fait l'importance des gens en fait qui étaient là à cette époque de construction où Dakar se construisait tout simplement. Pour ne pas vous couper, je vous saute dessus. Oui. Aujourd'hui, je viens de lire une loi en France qui dit que la réhabilitation est maintenant du seul ressort de l'architecte. Il y a une loi qui a été votée aujourd'hui. Donc, je te le fais comprendre. Ah ben merci, ça c'est très bon à savoir. Voilà. Maintenant, ouais, Mamadou Diop. Et je me présente, je m'appelle Mamadou Diop. Je travaille dans le secteur du BTP depuis 1978, où j'ai commencé d'abord par être meneur dans les chantiers de CSE. Et du retour d'un chantier de Manantali, je me suis inscrit dans une école de formation, modeste école de formation, pour faire le dessin bâtiment. Et depuis lors, je n'ai cessé aussi de faire des recherches pour comprendre l'essence de l'architecture, comprendre aussi l'ingénierie et comprendre aussi la construction. Donc j'ai fait un plan carrière aussi, en travaillant dans des cabinets d'architecture, comme Cheikh Ngom. Et après, je suis parti faire du bureau d'études techniques, c'est-à-dire le béton armé, et après retourner à la construction. Donc c'était pour me définir comme un professionnel du bâtiment et des travaux publics. C'est un autodidacte du métier, quoi. Oui, un autodidacte. Parce que dans tous les cas, il faut apprendre. Soit il y a un cursus académique, comme il y a un cursus aussi autodidacte. Parce que l'essentiel, c'est d'apprendre. Si on a la méthode d'apprendre chez soi, donc on peut acquérir de la connaissance. Merci beaucoup. Bon, Aïda, avant qu'on passe à la question préférée. Bon, Brem, oui, on a abordé tout de suite la question avec le Bauhaus et Walter Gropius, tout ça. C'est vrai que ils avaient une méthode, c'est-à-dire eux, ils voulaient quand même passer de l'architecture, du design et de la photographie et amener une certaine vision de l'architecture d'ensemble. Et je pense qu'ils ont pu réussir ça, parce que si dans les années 39-40 jusqu'à aujourd'hui on parle d'eux, et il y a des manuels qui sont posés, ils ont eu de longues batailles entre eux. Hein. Ils se sont battus, Miss Wandero, tout ça là, ils se sont battus parce qu'il y a d'autres qui ont posé des projets et d'autres ont refusé, donc il y avait ça. Moi je pense qu'aujourd'hui avec le Bakou, qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de faire? C'est de valider ce que vous avez dit tantôt en off. Parce que moi, je comprends bien la démarche. Mais ce que vous dites, mais j'y adhère complètement. Je suis d'accord avec vous. Mais je pense que les architectes doivent faire un mouvement. Ils doivent mettre un mouvement. Si c'est l'échec ou pas l'échec, c'est le mouvement que je suis en train de vouloir prôner. Et c'est ça, ce sont les mamies qui vont le porter. Peut-être le thème est trouvé Bakou, peut-être ça peut être chaud. Mais je pense que c'est un combat. Il va maintenant faire valoir que les architectes existent dans ce pays. Et pour cela, pourquoi vous êtes là aujourd'hui? On avait dit le mois de janvier qui va venir, on va démarrer sur de l'habitat social, vous parlez de logements sociaux, et ça, je pense que si on regarde ici au Sénégal, il n'y a pas un meilleur que vous. Ça, je tiens à le dire. Donc, je voulais que vous abordez dans ce sens, mais vous m'avez dit tantôt, avant de l'aborder, il faut d'abord que je rentre dans ce qu'on appelle les détails. Voilà, maintenant je vous laisse à vous de compléter. C'est donc dans le sens lato sensus du terme de notre profession de l'urbanisme qui pose problème. Alors, si nous voulons parler que d'habitat social, en oubliant le contexte, on ne parlera pas d'habitat. L'Europe s'est construite avec effectivement des mouvements qui sont lancés, si vous voulez parler de la Bauhaus, sans parler des Américains de Louis Sullivan par exemple, on ne parle pas de l'architecture européenne, parce que Walter Gropius lui-même a été formé par Louis Sullivan. Le mouvement est parti de Walter, de Louis Sullivan ensuite,
9 ans après, Miss Van der Rohe s'y est impliquée. Ces gens-là, ils avaient exigé que l'architecture soit profitable. Éviter de faire une architecture qui ne soit pas utile. Et c'est ça la Bauhaus. On apprenait à être un bon constructeur, bâtisseur, un bon ébéniste. Ensuite est venu le courant qui aujourd'hui est beaucoup plus dans le sens de ce que nous voulons en tant qu'architectes africains, qui est le courant organique, qui s'est opposé carrément au courant des Walter Gropius, qui est le courant de Frank Lloyd Wright, par exemple. Ces gens-là, ce sont des gens de la nature. Pour eux, un bon architecte doit avoir intégré l'harmonie entre l'habitat et la nature. Il y a Ren Koolhaas qui a formé Zaha et qui voulait que vraiment, je crois que Koolhaas a pu pousser Zaha à aller vers dans ce sens. Dans ce sens. Nous autres Africains, on est beaucoup plus sensibles à ce courant. Ce courant devait prospérer parce que d'ailleurs, bon, si quelque chose comme Fry Otto n'avait pas fait l'opéra de Sydney, on l'aurait imposé à beaucoup de pays. Malheureusement, Fry Otto, en faisant l'opéra de Sydney, a lancé ce qu'on appelle l'architecture spectaculaire. Bon, c'est la beauté gratuite que nous appelons de l'anarchitecture. Voilà. Et tout de suite, des grands maîtres sont venus pour nous faire des formes, alors qu'à la base, Miss Van der Rohe, dont vous parlez tout à l'heure, était dans le form will follow function. Donc pendant presque un siècle, les architectes étaient dans la mathématique, la logique d'un programme. C'est-à-dire ne parler de forme que si la forme obéit à son environnement et à la fonction. Et puis subitement sortent des architectes artistes qui nous sortent des formes sans même savoir ce qui est derrière. Et aujourd'hui, ces gens séduisent. Mais revenons à notre métier. Et Lisbonne, les Portugais avaient fini de faire le tour du monde au XVIIIe siècle. Ils étaient devenus de très grands bâtisseurs. Mais comme ils étaient très riches, ils se sont lancés dans n'importe quoi. Et Lisbonne était devenue presque un petit paradis. Bon, le Seigneur les a frappés. Il y a eu ce grand tremblement de terre qui a totalement détruit la ville de Lisbonne en 1755. Le roi a fui. Et l'urbanisme est né de la destruction de la ville de Lisbonne. Voilà. Le marquis de Pombal s'est imposé à donner des codes. Maintenant, pour éviter ces catastrophes, éviter que ces villes tombent, il faut telle technique de construction. Pour que les rues, qu'un bâtiment n'entraîne pas un autre et qu'en cas d'incendie, un bâtiment ne touche pas un, etc. Des codes de comment habiter. L'urbanisme est né avec le marquis de Pombal, qui est peut-être même un arrière-parent de Thierry Melo, hein, parce que son vrai nom, c'est pas quelque chose comme Sébastien ou Carvalho et Melo. Bon. Mais il ressemble un peu à un espagnol. Hein. Voilà, bon. C'est vrai, il ressemble un peu à des Portugais. Peut-être bien. Bon. Alors, et puis, Lisbonne a inspiré les Anglais à Londres, les Français à Paris. Haussmann est venu presque un siècle après. Voilà, il est venu un siècle après avec Napoléon III pour reconstruire Paris. Donc ces gens-là, ils nous ont... à cette époque, l'Afrique était déjà dans l'urbanisme. L'urbanisme n'est pas un concept lié à la ville. Un village peut être urbain. L'urbanisme, ce n'est qu'un art d'agencement d'espace, de fonctionnalité d'espace, de rationalité, de vecteurs tels que comment habiter ou comment travailler de manière endogène dans un certain milieu, comment se recréer, etc. L'art d'habiter. Mais on peut le faire dans un village comme dans une ville. L'urbanisme, c'est pas simplement attaché à la ville. Nous, au 8e ou au 9e siècle, on avait déjà des bâtiments à étages en Afrique, entièrement construits en terre. Le plus grand mur du monde que le monde ait créé était 4 fois plus long que la grande muraille de Chine. Au Bénin. La ville de Benin City faisait au moins 4 fois la plus grande ville d'Europe qui est Lisbonne.
au 9e siècle. Dans nos villages de la Casamance, à côté de Séléki, tout à l'heure quand vous avez parlé de Séléki, on construisait à étage et en terre. Cette image que je vois défiler derrière vous, les sombas derrière ce qu'on appelle les Batanamerimba, c'est-à-dire le grand maître de constructeur de la terre. Les gens, comme tu dis, Atepa, dans leur langue également, le Batanamerimba, c'est quelqu'un qui maîtrise l'art de la terre. Construisait déjà en terre. Il y a un chapelet de villes en terre, pratiquement de Bamako au Yémen. Il n'existe pas de zone en passant par le Soudan, le Niger, le Burkina. L'art des Gurunsi du Burkina, c'est spectaculaire. Nous avons un patrimoine tellement riche, tellement dense, qui n'obéissait à rien du tout qu'à notre savoir-faire africain, que nous connaissons, nous ne connaissons pas, nous autres bâtisseurs. Et c'est grave. Cette nouvelle école dont on est sorti, qui est l'école nouvelle du béton armé né en 1875, est trop récente. On a été formaté sur des techniques qui n'ont rien à voir avec notre environnement. Alors, si nous avons donc des problèmes au niveau de Dakar, nous devons refaire de l'histoire. Dakar qui est né par accident, avec Proté, qui avait besoin d'espace au niveau du plateau pour son port. La peste qui est arrivée en 1914 pour dégager les indigènes, construire le quartier de la Mirina. Ensuite, le Cardo de Commanus, inspiré de Hippodamus, d'ailleurs, qui est un des grands maîtres de l'urbanisme, qui a fait la base de l'urbanisme, mais copié en dégageant les indigènes. Je te coupe pas, mais je pense que aussi le phénomène apartheid a eu au plateau, parce qu'il y avait le cordon ombilical sanitaire là, entre Rebeuss, Médina et la ville. Et même, j'ai appris dans l'histoire, je vérifiais ça, le toit, tu sais pourquoi on a mis Dantec là-bas? Parce qu'ils ont construit d'abord l'hôpital principal pour se soigner. Après, il y avait les malades, il y avait la fièvre jaune, tout ça. Ils ont construit Dantec sur les falaises là-bas. Parce que quand les alizés venaient, ils prenaient les odeurs, ils l'amenaient vers la mer. Donc, ils ont poussé Dantec là-bas et ils ont pris, comme en Afrique du Sud, un médecin français. Il le mettait là-bas avec sa famille, ses enfants. Il n'avait plus le droit de venir dans le village de Touab. Et celui-là, c'est lui qui se permettait, quand à Médina on dit que quelqu'un est malade, il a la fièvre jaune, tout ça, parce que Dantec était fait seulement pour des tuberculés ou les malades, tout ça. Donc le gars, il venait de l'autre côté, et le chef du village faisait traverser le cordon sanitaire, qui était là, Rebeuss, et il traversait, on prenait le malade, on le mettait, il partait. Et on l'amenait à Dantec, on le posait là-bas. Donc j'ai vu que l'apartheid qui était en Afrique du Sud a eu lieu ici à Dakar. Et ça, il faut que ceux qui ont fait la typologie récemment là, et Xavier et puis Carole, puissent sortir cette histoire-là aussi dans ce qu'ils sont en train de proposer. Et je vais continuer. Pour vous répondre là, vous arrêtez, effectivement, Dakar est né de ces pinches. Tous les pinches avaient un tracé radioconcentrique. Tous les pinches étaient organisés autour d'un espace central qu'on appelait donc, d'où le nom de pinch, et les maisons gravitaient autour d'un pinch. C'était un urbanisme propre au village qui étaient tous radioconcentrés. Quand ils ont déclassé, effectivement, dégagé les gens pour créer Fan Hoc, dégager les gens vers de la cathédrale à cause de la peste, ils ont dit au Lébou, vous devez plus habiter comme ça parce que pour une bonne circulation de l'air et une surveillance et la sécurité des gens, on va vous retracer des damiers. On mettra carrément des ruines rectangulaires de sorte que l'air circulera, toutes vos odeurs là pourront être balayées, dégagées. Si vous restez dans votre cercle. Mais là, moi, je te coupe pas. Pourquoi ils ont préféré faire des damiers qui n'ont pas fait le truc rectangulaire comme Paris? Damier, c'est les États-Unis, c'est New York. Mais pourquoi ils sont venus avec des damiers? Parce que c'était beaucoup plus simple que de faire le tracé qu'ils ont fait à Paris. Parfaitement. Voilà, c'est une question, je voulais savoir quoi un peu. Bon, si je reprends cet urbaniste qui avait été envoyé au Sénégal
le premier d'ailleurs qui était à la base du premier schéma directeur, en fait c'était beaucoup plus dans le sens du contrôle des quartiers. Du contrôle des quartiers. Là, ils étaient beaucoup plus tenus de contrôler les quartiers dans un quartier, dans ce que d'après eux le système du Cardo d'Ecumanus, que dans le système radioconcentrique qui est l'urbanisme africain. Alors, mais c'est uniquement dans le sens de la sécurité. En cas d'émeute, c'est juste un seul militaire qui se mettait à l'angle du bruit et qui pouvait balayer quelque chose comme 200. C'est tout. Alors que moi, je me suis perdu une fois, je veux dire à Paris, parce que je disais que je vais faire le tour et puis je vais retrouver l'autre. Ah, c'était en forme triangle. Tu fais le tour, tu te promènes, tu sais même pas où tu as abouti. Non, laisse-le continuer. C'est bien aussi qu'on discute comme ça, c'est un débat. Dakar était obligé de naître oui. et d'avoir de la valeur parce qu'il fallait d'abord une capitale proprement sénégalaise, une capitale pour la Wolof. Et après, ils se sont imposés, d'après quelques années d'ailleurs, quand les Lébous se sont soulevés pour sortir du Sénégal, parce qu'ils étaient tellement attachés à la France, comme une sorte des 4 communes, qui ne voulaient plus être sénégalais, les Lébous. Ils ont exigé carrément à Mamadou Dia dans les années 50 que eux ils sortaient du Sénégal. Ah ben oui, c'est pour ça. Parce que les Lébous sont venus trouver des gens à Dakar. C'était pas eux qui étaient là. Il y avait des gens dans le lac, quoi. Les Kamananké. Voilà. Si vous voulez, c'est une autre page de l'histoire. Ouais, pour moi, je suis Lébou, hein. Je suis de la famille Paye. Ma mère est de la famille Paye. Je suis un Lébou comme tout le monde. Mais c'est une histoire totalement fausse. Nous sommes tous Sénégalais et nous venons du Kayor et du Jolof. Bon. Alors, les Ndoye, ils viennent tous des Gaï. Et Gaï Mali Madame Ndoye, nous savons d'où il vient. Donc, notre histoire est mal écrite. Mais comme nous sommes des architectes et que nous sommes dans l'ethnoanthropologie, nous sommes obligés de la maîtriser. Vous avez aussi voulu prendre votre indépendance avec Dakar. Il paraît que c'est pour ça vous faites où la capitale soit qui était à Saint-Louis. Il a transféré ça à Dakar pour sauver Dakar. C'est Mamadou Dia. Ouais. C'est le Mamadou Dia. Mamadou Dia. Quand Mamadou Dia s'est rendu compte que la seule solution pour calmer les Dakarois, c'était de transférer la capitale de Saint-Louis à Dakar, il l'a fait. Et moi, j'ose même dire que tous les problèmes de Mamadou Dia dans les années 61-62 viennent de là, parce que les grands cadres étaient de Saint-Louis, ils étaient tous contre Mamadou Dia, qui a transféré la capitale de Saint-Louis à Dakar. Mais toujours, pour revenir toujours à l'habitat, les colons, ils savaient quand même bâtir une ville. Les grands problèmes que nous avons aujourd'hui d'espace, ils savaient le circonscrire en créant non seulement des quartiers, mais également des zones d'affaissement de nappes phréatiques. Après chaque groupe de quartiers, par exemple, après la Médina, ils traçaient une voie d'eau pour rabaisser la nappe. Ils ont tracé le canal de Fass, le canal du point E, les canaux. Ces canaux servaient à rendre la zone habitable. Mais Dakar n'était pas habitable. Ouais, toute la zone de Fass était marécageuse, etc. Et en créant ces canaux-là de rabaissement des nappes, Dakar a été rendu habitable jusqu'au front de terre pour avoir de l'espace où construire. Et c'est là peut-être qu'on va parler de l'habitat. Et très tôt, ils ont mis en place le système de financement de l'habitat. Parce que l'habitat, ça se finance. L'habitat, on renonce pas à l'habitat. Un État qui se désengage de l'habitat, mais c'est un médecin qui refuse de soigner un malade. À l'époque de l'abaissement structurel, on a vu un État qui s'est retrouvé avec des prétendus bailleurs de fonds pour dire droit dans les yeux aux Sénégalais, à partir de maintenant, l'État se désengage de tout ce qui est habitat. Moins d'État, mieux d'État. C'est une catastrophe. On n'a jamais su d'où est-ce qu'ils ont sorti cette logique. Parce qu'on peut se désengager de tout, sauf des problèmes d'assainissement, on peut se désengager de tout, sauf de l'habitat. Bon, alors, nos problèmes sont nés de là. Alors, c'est à ce moment que nous nous sommes rentrés dans la profession, justement. Et on a appris tout ça, pour voir maintenant comment aider à la construction de Dakar. On s'est retrouvé avec un gouvernement qui a dit, OK, il est 1980, à partir de maintenant, l'État ne fait plus rien. Et c'est depuis 1980, avec Abdou Diouf, depuis 1980, on s'est retrouvé dans un métier où dans le privé, on devait tout faire. Maintenant, mon cher Mali, maintenant... Il avait des contraintes quand même. Il n'avait aucune contrainte. Parce qu'on a, excuse-moi, justement, à l'époque abbatiale,
Pour construire, on n'avait pas besoin d'État. C'est vrai, c'est vrai. Une fois, je suis sorti d'une maison dans un quartier de Mumbai. J'ai vu que le quartier était presque similaire à un quartier SICAP. J'ai dit à mon ami, mais si tu avais vu Dakar, la moitié de Dakar est exactement comme ton quartier. Il me dit, je connais Dakar. À la différence qu'ici, je ne sais même pas combien coûte ma maison. Je n'ai pas sorti un centime pour la voir. C'est moi aussi, je vais penser qu'à l'époque, les gens payaient des loyers presque symboliques. Mais oui. Et ça, moi, je trouvais ça fantastique. Parce que très tôt, le crédit foncier... Il a bien compris ça, quoi. Le crédit foncier ça s'appelait le crédit foncier de France, il y avait aussi le crédit foncier du Sénégal. Avant toutes ces banques, il y avait le crédit foncier qui finançait la SICAP et l'OHLM. Le crédit foncier a aidé l'État du Sénégal à disposer d'un patrimoine immobilier qu'il mettait en location simple. Et c'est ce patrimoine-là qui est né à Carac. Même Liberté 6, là où nous sommes, était un patrimoine de location simple pour le compte de la SICAP qui est né depuis 1950, hein, bien avant l'indépendance. Alors, on va s'approcher, on va parler avec Mamie là, parce que après on va revenir. Mamie, voilà, c'est ta présence aujourd'hui, c'est un grand plaisir de t'entendre et puis savoir, quand tu es arrivé ici à Dakar, qu'est-ce que tu as constaté au niveau de l'architecture urbaine, ce que tu as pensé apporter par rapport à une petite touche, par rapport à là où tu étais dans l'administration et même tes collègues qui sont dans le privé, qu'est-ce que tu as pensé de l'architecture qu'on t'offrait? De l'expérience d'architecte, c'est ça, ou de l'architecture comme ça, comme un gars qui arrive dans un pays, comme un touriste, et puis il regarde les choses, et puis il voit, et puis voilà. Alors déjà, il faut savoir que le premier réflexe que j'ai eu, c'est d'aller voir les architectes qui étaient déjà là. Donc j'ai demandé à avoir quelques noms que je suis allée voir. Et c'est vrai que la première observation que j'ai faite, c'est que j'avais l'impression qu'il y avait à peu près 2 catégories d'architectes. Donc il y avait les architectes capitalistes et les architectes rêveurs. Et je comprenais pas pourquoi est-ce qu'on disait mais tel architecte rêve, tout simplement parce que voilà, il va dans des débats d'idées, etc. et qu'il aspire peut-être à avoir un Sénégal qui, peut-être on ne sait pas encore comment le mettre en œuvre là, mais en tout cas il a cette vision, versus peut-être l'architecte qui va prendre tous les projets qu'on va lui donner et qui va juste dire il faut se faire de l'argent et puis on est là pour ça et on a dépensé pour les études aussi. Et donc voilà, et donc moi je comprenais les deux en fait. Et je me disais, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas juste être les deux? Pourquoi est-ce que on ne pourrait pas avoir justement cette volonté-là de développer notre pays, de développer l'architecture, les processus aussi de mise en œuvre, mais également derrière aussi, voilà, de prendre les projets, tous les projets, ne pas forcément rester figé en se disant, bon, tel projet, je ne le prends pas parce que trop de principes sur ci et ça, etc. Je dis pas d'abandonner ces principes, mais c'est vrai que des fois, il y a des projets qui nous intéressent pas forcément. On va les prendre, on est obligé, ça fait partie de la profession. Donc c'est vrai que, on va dire, la première observation, c'était un peu ça. Et donc, j'essayais un peu de me situer dans tout ça. Et j'ai vite compris que c'est vrai que c'était quelque chose d'assez complexe, qui était très lié également à la politique. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu travailler dans le public. Donc c'est vrai que aujourd'hui, en tant que jeune architecte, moi, je ne dissocie pas l'architecture de tout ce que je fais en général. Quand je parlais de l'aspect entrepreneur, c'est parce que derrière, je fais de la scénographie, je fais de la vidéo, j'ai déjà réalisé des clips, j'ai déjà fait, voilà, je pousse les gens aussi à travailler avec la ville, avec l'urbanisation. Des fois, je travaille avec des gens qui sont dans des corps de métier comme la mode et je vais leur dire, mais pourquoi, par exemple, ton défilé, tu vas le faire que dans un espace fermé? La ville est pour ça, on l'a bâtie pour ça, on l'a bâtie aussi pour l'embellir. Pourquoi ne pas la faire sur la place de l'Indépendance? Pourquoi ne pas la faire dans tel espace? Et donc, ça nous donne une nouvelle approche. C'est un peu de l'architecture éphémère d'une certaine manière. C'est une architecture qui va contribuer à donner une vision nouvelle de l'espace ou à permettre aux gens de se réapproprier l'espace d'une autre manière. Vous pouvez le voir aujourd'hui avec la corniche. C'est pas que le nombre de personnes a augmenté. Moi, je pense que autant de personnes vont sur la corniche. Mais aujourd'hui, ils y vont de manière différente. Ils l'appréhendent et ils l'occupent de manière différente. À part ce que tu as pu constater et que les colons ou les architectes contemporains comme Thierry Melo nous ont laissé, est-ce que vous avez pu repérer une identité architecturale après cela?
C'est-à-dire, pour quel, par exemple, projet que tu as vu comme ça, que tu peux nous dire comme ça. Et voilà. Bah, alors moi, j'aime bien commencer une anecdote pour parler d'art d'identité. C'est quand les Lions de la Teranga ont gagné donc la coupe. Et donc, ils sont revenus. Et je crois qu'ils ont quitté l'aéroport, c'est ça? Et donc, avec leur cortège, là, ça a duré des heures et des heures. J'ai pas tout regardé à la télé, mais honnêtement, chaque fois que j'ai allumé la télé, je savais pas où ils étaient. J'étais perdue dans la ville. On aurait dit que j'habitais pas dans cette ville. Et je demandais même à ma mère, je disais, mais même elle me disait, mais je ne sais pas du tout, c'est où? Je sais pas si c'est la VDN, je sais pas si c'est où, je ne sais pas. Et en fait, c'est là que j'ai constaté vraiment qu'aujourd'hui, les bâtiments que moi, j'allais dire, il y a une identité. C'est les bâtiments qui allaient me permettre d'avoir comme un repère, en fait, dans la ville. Pour moi, les bâtiments qui ont une identité aujourd'hui, ce sont des repères de la ville, d'une certaine manière. C'est ça. Le plateau, c'est un repère de la ville. On va dire, on n'a que de l'identité ici. Et c'est vrai que aujourd'hui, nous, dans notre profession d'architecte et étant au Sénégal, on arrive à voir la progression qu'il y a eu entre avant et après. Donc aujourd'hui, les architectes qui étaient là depuis peuvent sentir un ralentissement et se dire, ah, on est en train de tout casser, on est en train de perdre le patrimoine. Alors qu'au contraire, moi, j'ai tellement d'espoir parce que moi, j'ai vécu au Togo, j'ai fait tellement de villes africaines et tout. L'architecture n'est pas embrassée autant. J'ai pas eu ce sentiment de vraiment d'appartenance à l'architecture comme on peut avoir ici. Non, je pense que quand on te dit on démolit, c'est parce qu'il y a un immeuble référence sur lequel tous les architectes s'appuient, comme la Foire, ou comme la direction générale et de qu'on l'urbanisme. démolit pour mettre autre chose. C'est pas du même type, de même valeur que c'est là. Par exemple, Ibrahim a beaucoup vécu ça. Ce qui se faisait eux dans leur temps et ce qui se faisait de moindre qualité. Ça, il faut le dire. Ça, je leur dis chapeau parce qu'ils ont pu quand même mettre une empreinte dans la ville. Et ça, aujourd'hui, vous, en tant que jeunes, je pense que vous devez aussi prendre comme leçon ou bien un peu de brin de savoir et dire que ils ont fait ça, mais on va faire mieux. Sinon ça. Voilà, moi c'est ça, voilà. On les prend comme référence. La dernière fois, on était à un panel avec Aga Khan et je parlais de ça justement. Je disais, il faut du référencement en fait. Il faut qu'on référence ces architectures-là, qu'on mette à disposition ces architectures aussi aux écoles d'architecture, de manière à ce qu'ils puissent avoir des projets de recherche, en sortir des principes de construction. Parce que chaque fois, je dis, j'ai déjà parlé avec des élèves, donc je dis, c'est pas forcément tant la forme, il faut chercher le processus et il faut chercher les principes de construction qui ont été utilisés. Donc aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression justement que c'est cette architecture-là, cet héritage que vous nous avez laissé, qu'on a comme héritage sur lequel on peut s'appuyer. Des fois, on a l'impression qu'entre ce moment-là et aujourd'hui, il n'y a pas eu tant d'architecture sur laquelle on pouvait s'appuyer. C'est pour ça que l'architecture identitaire aujourd'hui, moi, quand on me dit c'est quoi l'identité à Dakar, je parle de cette superposition de couches historiques-là pour pouvoir l'expliquer. Et c'est vrai que, par exemple, quand je vais parler avec quelqu'un qui vient de Lagos ou d'Abidjan, il va... Est-ce que tu as vu Ibrahim, je voulais savoir, l'hôpital de Kaïdi en Mauritanie, c'est toi? Oui. Tu sais, quand j'étais étudiant, ça m'a tellement séduit ce projet-là. Ce projet-là, je dis jusqu'à aujourd'hui, tu as eu la chance de voir ce projet. Voilà. Quand il y a eu le prix à Aga Khan la dernière fois, le jeune qui présentait a dit jusqu'à présent, je pense qu'il n'y a eu qu'une Égyptienne qui a remporté le prix égyptien. Je me situe. J'étais là. Il a fallu que le commissaire lui-même, qui est le directeur de l'Aga Khan, prenne la parole en disant, ah non, moi la première fois que je suis venu au Sénégal, c'était pour remettre le prix Aga Khan à Birahim Niang. Mais encore une fois, quand Patrick Dujarik gagnait son prix à Kaolack, on était associés. C'était le cabinet Birahim Niang. Bon, mais j'ai décidé à cette époque de dire à Patrick, il faut que tu suives ton chemin, parce que pour moi, ce que tu fais n'est pas de l'architecture. Alors que Patrick est un grand maître. C'est un très grand maître. Bon. Mais le projet de Kaïdi, nous, quand on a commencé à l'école d'architecture, il fallait qu'on trouve de nouvelles voies. Et nous avons, à cette époque-là, un grand architecte comme Hassan Fatih faisait des merveilles en Égypte. J'ai quitté parce que je me suis engueulé avec les Dujarik pour aller au Maroc, travailler avec Ister.
qui était l'architecte de la commune de Fès, qui a distillé comme ça en moi cette volonté de construction en terre. En 79, un peu avant mon diplôme, je suis rentré dans le groupe du groupe de cratères de Grenoble, hein, le GRETA, et ensemble, ils ont créé l'Association pour le développement de l'architecture l'urbanisme en Afrique, l'ADAWA. Notre principe était simple, faire de l'architecture traditionnelle du nouveau dans avec Djibril Diagne aussi qui était... Djibril, c'est moi qui l'ai amené, qui l'ai mis, oui. qui Moi, l'ai c'était amené mon au ami. Burkina. Est-ce que tu sais que c'est Djibril qui a construit ma maison ici? Ah, super. J'étais à Paris, Voilà. je dis, Djibril, écoute, tu es architecte. Djibril, je l'ai amené d'abord à Mont-Roland avant qu'il ne nous suive au Burkina. On faisait l'IPD. Voilà. Bon, mais malheureusement, Djibril aussi a eu le même problème que moi au retour de l'Adawa. Il ne pouvait plus construire en terre parce qu'il n'avait pas de clients. Quand tu n'as pas de commande, tu ne peux pas faire ton métier. Alors, il est retourné avec les Habib faire son architecture en béton armé. Et bien, moi aussi, comme je ne pouvais plus... Bon, j'ai quand même réussi à faire le centre social de Derklé. J'ai réussi à faire une centaine d'écoles en terre à l'intérieur Mais du tu pays. vas revenir à la terre. Hein, Alors, je n'ai jamais abandonné la terre parce que, voyez-vous, quand vous demandez à un architecte qu'est-ce qu'il a fait, souvent il vous sort une ou deux œuvres de référence. On dit, il a fait la foire internationale, il a fait la banque telle. Mais nous, constructeurs, on fait 10 000 logements, on ne connaît pas. On fait 50 cités à travers la ville de Dakar, on construit Dakar, et on ne connaît pas. Par exemple, la SICAP et l'OHLM sont à 27 000 logements. Quand nous sommes arrivés avec la Banque de l'Habitat à partir de 1984, en l'espace de 20 ans, on a réussi avec la Banque de l'Habitat à réaliser autant que l'OHLM et la SICAP. Je crois qu'à moi tout seul, je dois tourner autour de 6 000 logements. Mais maintenant, je pense qu'on va pas... Je vais vous poser une question simple seulement. Parce que j'ai vu que l'État est passé de 100 000 logements à 500 000 logements. Alors que moi, il y a quelque chose qui me pose problème. Sur les 100 000 logements, on n'a même pas pu construire 9 000 logements. En Côte d'Ivoire, il y a eu un problème récemment. Ils ont fait une audit. Ils voulaient faire 60 000 logements en 5 ans. Vous savez combien de logements ils ont fait? 6 000. Et ça, je me pose la question, pourquoi? Bon. Un architecte n'est pas un dessinateur. Il est également dans ce qu'on appelle l'économétrie. Nous sommes en discussion avec les financiers. Nous sommes en discussion avec nos clients. C'est à l'architecte de définir à son client comment faire pour financer son ouvrage. Ces gouvernements qui essaient de faire notre boulot se cassent obligatoirement. Voilà, c'est exactement... Je me rappelle que j'avais dit à l'ancien gouvernement, vous ne construirez pas un seul logement. Moi, en 1986, quand Bassirou Dia, l'ancien DG, le DG de l'époque de la Banque de l'Habitat, avait dit à tout le monde, Landisane et autres, celui qui ne gagne pas moins de 100 000 francs ne peut pas prétendre à un logement. Je dis, attention, monsieur le directeur général, je vais vous prendre au mot. Je vais amener des ouvriers qui gagnent entre 50 000 et 60 000 et je leur construirai des logements. C'est d'ailleurs ça qui m'a lancé dans l'habitat social. Parce qu'à cette époque, j'étais dans la terre. Je dis, je vais revenir à Dakar et je construirai pour des gens qui gagnent moins de 20 000 francs par mois. Il m'a dit, chiche. Il y avait Diak. Badou Diak, il nous écoute s'il voit tout. Il suivra. J'ai pris le Moulin Saint-Enac, des jeunes de Moulin Saint-Enac qui gagnaient environ aux alentours de 50 000, 60 000 francs. Je les ai réalisés 400 logements à côté du Golfe Nord. Ils sont encore dans le bâtiment. Absolument. J'ai organisé avec le colonel Djei, à l'époque également le général... qui a fait les premiers logements de la Banque Labite, les premiers logements de la Comico. À l'époque, je dis, c'était des jeunes militaires qui gagnaient 60 000 francs CFA par mois. J'ai lancé Mbatal, Tiaroy Azur, on a lancé des milliers de logements avec des gens qui gagnaient moins de 100 000 francs. C'était l'essor de la Banque L'Habitat. Et on les a pris au mot. Aujourd'hui, c'est la même chose. Excusez-moi, quand je vous ai parlé tout à l'heure de l'Inde, de ces gens-là qui ne savaient même pas combien coûtait leur maison, c'est subtil. En Inde, le banquier te demande uniquement de lui donner le numéro de la villa que vous voulez acheter dans un programme. Un point, un trait. Vous inscrivez, vous payez vos droits d'inscription sur un programme. C'est le banquier qui vous met en relation avec celui qui vous aidera à rembourser le logement.
Donc, ce n'est pas le même système de financement. Ici, nous avons, avec l'acte 3 de la décentralisation, une possibilité de faire travailler tous les architectes dans n'importe quel coin du Sénégal. À condition qu'on ne fasse pas la copie factice du financement actuel de l'habitat qui consiste à demander aux Sénégalais quel est ton âge, ton salaire, etc. Maintenant, je vais vous dire une chose. C'est un scoop pour vous. Moi, j'étais une fois avec Mimi Touré, je tiens à le dire. Il me dit, mais en Afrique du Sud, les maisons sont moins chères. On construit pour 4 millions, 2 millions, 3 millions. Mais pourquoi vous, les architectes ici, vous faites des maisons qui coûtent 12 millions, 15 millions? J'ai dit, mais c'est simple. Moi, je vais vous démontrer que on peut faire des maisons à 3 millions. Alors, Malik Sen de Certa, j'appelle, voilà. Malik Sen, c'est un spécialiste. Je l'appelle, je lui dis, Malik, on va mettre au défi Mimi Touré. Il me dit, qu'est-ce que tu veux? Je dis, non, je veux une maison qui va coûter moins de 3 millions. Tu sais ce qu'on va faire? Moi, je sacrifie ce que je dois avoir. Si j'ai 50 000 par maison, c'est bon. Toi, tu n'auras pas plus de 500 000 de bénéfices. Le bureau de contrôle aura tel. On a tout mesuré. Ça, on a sorti la maison à combien? 3,5 millions. Et on nous a mis au défi. Ils nous ont donné un terrain à Tivaouane-Peulh. On a fait le prototype. Dès qu'on l'a fait, il y a le BHS, le directeur, Mimi m'a mis en contact. Ça ne bougeait pas. J'appelle Mimi. J'ai dit, mais attends, c'est sérieux ce que je chantais. J'appelle Mimi, j'ai dit, Mimi, il y a un problème. Là, ça bouge pas. Tu sais ce qui s'est passé? Il paraît que si on développait ça, on faisait tout le plan de la banque par rapport aux promoteurs qu'ils avaient déjà choisis. C'est un peu ça que je voulais t'expliquer. Maintenant, Diop, je pense qu'avant qu'on puisse avancer, parce qu'il va nous rester 18 minutes, bon, on va te laisser un peu maintenant nous dire ce que tu penses de l'habitat social et ce que toi, tu as déjà proposé sur le... Je dis que pour le faire, il ne faut pas simplement le faire avec des promoteurs affairistes. Il faut le faire d'abord avec des architectes qui savent définir un programme et qui savent aussi orienter les entreprises, tous les intervenants, sur un canevas bien précis. Donc c'est ça l'objectif de l'architecte. L'architecte, il est le patron du projet, c'est lui qui définit tout. Donc s'il sort un canevas de principe, normalement on peut arriver à de l'habitation sociale pas coûteux. Donc pour cela aussi, il faut mettre en valeur ou bien faire la contribution des masses, c'est-à-dire les artisans. Au lieu de chercher les grands entrepreneurs, mais il faut aussi faire travailler les associations, etc., les artisans, pour que eux aussi, ils puissent contribuer à... Mais tout ça, ça demande une formation. Oui, ça demande une formation parce que normalement, dans chaque chantier, il doit y avoir de formation. Et là aussi, c'est le lot de l'architecte aussi. Dans chaque chantier, normalement, on doit faire de la formation parce que la formation pour les maçons, c'est juste pour leur orienter à faire les coffrages. On ne pas les laisser faire, par exemple, de la construction en pleine fouille, par exemple. Il faut faire des coffrages, il faut définir des formes bien distinctes, définir les ouvrages. Et dans ce sens, je pense que chaque programme, on peut faire de la formation à l'intérieur du programme. Mais pour ne pas te couper, bon, je vais aller très vite. Mamie, on veut l'entendre aussi, parce que sur cet aspect-là, est-ce que Mamie, tu as déjà travaillé? Oui, vas-y. Avant que tu n'ailles à Mamie, je voudrais simplement souligner, parce qu'il y a quand même des choses importantes qui ont été dites. Le fait, toute cette tendance, toute cette expérience évoquée par Birahim Niang nous ramène aujourd'hui à dire que le vrai, et Mamie l'a dit, je crois que le lien c'est ça. Birahim explique tout ça, ce qu'est la ville, ce qui a été fait, ce qui existait. Et Mamie, tu poses la question à Mamie, comment tu le vois? Elle dit, j'arrive, j'essaie d'avoir mes propres repères, mes propres bâtiments structurants et de dire comment je chemine dans cette ville et comment je la vois. Et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, c'est on m'entend pas?
Et c'est ça qui est important aujourd'hui, de dire ce lien-là. Aujourd'hui, et c'est très important ce qu'elle a dit, c'est-à-dire que ça sort des tripes. Elle a sorti ça, elle arrive, elle s'est posé les questions, et c'est ça l'expérience, c'est ça le cheminement de la relève, de se poser des questions et de voir comment on va le sortir et comment on va créer quelque chose. Et je te laisse la parole pour le BTC, puisqu'il est pressé. Et après, on va essayer de conclure. On va revenir, Braham, mais de toute façon, on ne te lâche pas. On a fait une émission, 2 émissions avec Thierry. On va faire une deuxième avec toi parce que tu dois nous apporter beaucoup de choses, de ton savoir-faire. On doit le conserver. Mamie, vas-y. Alors, sur le BTC, c'est ça? Je pense que, en vous entendant parler, je pense à un architecte qui s'appelle Abou Moussa. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est ça, architecte Touareg, c'est ça, nigérien. Alors, faut savoir que, donc, moi, j'ai eu un autre apprentissage, en plus de l'apprentissage à Montréal, vu qu'il fallait vraiment se contextualiser. Donc, pendant toutes mes études, j'avais pas vraiment le contexte sénégalais. Et c'est à la fin de mes études que j'ai décidé de faire mon projet final sur la construction en terre. Et donc, quand je suis venue, j'ai essayé de sourcer, de voir un peu les gens, les acteurs, avoir des informations. Et donc, je me suis retrouvée au Niger avec Abou Moussa pour un stage accéléré de 10 jours. Et j'étais vraiment intéressée par le fait qu'il cherchait vraiment des solutions par rapport à l'habitat social, par rapport aux matériaux également. Et il m'a raconté une anecdote où l'État lui avait commandé des bâtiments et ils n'étaient pas tombés d'accord parce que l'État lui proposait trop d'argent par rapport à lui, ce dont il allait avoir besoin. Donc il leur a dit, moi, payez-moi en terre, sinon je ne prendrai pas l'argent parce que vous me proposez trop pour ce que je peux vous faire. Je peux vous faire 2 fois plus que ça. Et donc j'ai trouvé ça extraordinaire, cet engagement. Et il propose une solution de construction sans industrialisation. Donc c'est la première personne qui m'a dit, quand tu parles de terre, dis toujours matériaux locaux non industrialisés, parce que le ciment est devenu un matériau local. Et donc ce qu'il fait, c'est qu'il nie pas l'existence du ciment, mais il dit juste comment est-ce qu'on peut trouver des solutions pour faire les deux et pour pouvoir faire des économies. Donc sa méthode sans coffrage, sans industrialisation, consistait à utiliser des briques creuses de ciment et à mettre de la terre à l'intérieur. Et en fait, c'était 10 cm, vous nous direz d'ailleurs, parce que vous êtes dans la construction, il avait vraiment des murs de 10 cm comme ça, qui avaient la même efficacité énergétique que des murs qui étaient beaucoup plus grands. Voilà. Il nous reste 5 minutes, il reste, vas-y. Après, on va clore. Tant qu'on ne règle pas le problème de la cherté des matériaux et de la production des matériaux, on ne fera pas de l'habitat économique. Quand on est architecte et qu'on ne sait pas comment construire, comment fabriquer du verre, quand on est architecte et qu'on ne sait pas comment fabriquer du ciment, quand on est architecte et qu'on ne sait pas comment fabriquer de la porcelaine, les matériaux de base de la construction, les constructeurs ne savent pas comment le produire. On ne peut pas être un bâtisseur. Vous savez, il n'y a rien de plus coûteux qu'une brique de terre compressée utilisée avec une technologie qui n'est pas propre. Il n'y a rien de plus faux que de dire que le ciment est un matériau local. Le ciment cuit à 1450 degrés avec une technologie industrielle. Donc quand on utilise un procédé industriel qui demande autant d'énergie, le produit obtenu ne peut pas être local. Il existe des ciments bas carbonés, ce qu'on appelle des ciments naturels, que l'on peut produire localement, qui ne nécessitent pas autant d'énergie. Ces ciments-là sont des matériaux locaux, peuvent être considérés comme matériaux locaux. Ce que moi je propose, avant de construire en architecture naturelle, apprendre d'abord à fabriquer des briques et des produits naturels. Les liants, la peinture à partir juste de la chaux, de la pierre, brûler le calcaire pour fabriquer des choses, créer des pigments, connaître les terres. En 1988, on a fait la carte des matériaux du Sénégal. Le CRHURA a perdu le rapport. Aujourd'hui, j'ai aidé la Socosim à construire sa cité, avec justement Malik Sen, qui était mon entrepreneur. On était obligé d'utiliser des choses qui sont rébarbatives, pas jolies à voir. Donc aujourd'hui, pour faire court, mettons en place les industries des matériaux locaux d'abord, si on veut construire économique. Moussa Tim viendra ici, très prochainement, là, parce qu'il est programmé aussi. C'est le directeur général de la construction. Et j'espère qu'il l'écoutera. Même il va l'écouter avant. Je sais que vous dites, et je sais que vous travaillez avec eux. Mais je pense que
Travailler eux ne suffit pas, mais il faut les forcer à faire ce que vous êtes en train de faire. Parce que c'est la solution. Il faut pas seulement que ça soit dans la théorie, il faut qu'on la pratique maintenant. Et là, vous êtes quelqu'un pour ce pays. Donc, il faut vraiment pousser cet engagement-là jusqu'à la réalisation. Voilà, moi, je voulais que tu me parles un peu aussi de Autodesk, parce que vraiment, tu m'as séduit avec cette approche-là. Et après, Bon, Autodesk, lorsque j'étais admis au bureau d'études de la CSE en 2005, parce que j'avais quitté la CSE en tant que manœuvre et je suis retourné à la CSE en tant qu'agent maîtrise. Donc, on m'a confié des projets où je devais aller très vite. Donc, j'ai étudié pour voir, mais maintenant je me suis posé la question, pourquoi le dessin qu'on a sur AutoCAD, on est obligé de recalculer alors qu'il y a les données? C'est par là que j'ai découvert une fonction qui s'appelle Data Extraction. Et quand j'ai poussé, je me suis dit que toutes les entités du projet qui sont dans le dessin, donc AutoCAD les a mis quelque part. Donc tu fais une extraction de données, il les ressort. Donc c'est par là que j'ai commencé à maintenant faire des carrés à l'intérieur de chaque local et après faire une extraction de données pour sortir ces carrés-là. Et après, en même temps, j'ai la surface parce que le tableau me donne la surface et me donne le périmètre. Donc il suffit de calculer. Voilà. Bon, maintenant, après, j'ai poussé mes investigations et mes recherches pour maintenant arriver à être formé par Autodesk pour vendre ses produits et aussi pour leur représenter. voilà, ça c'est formidable. Aïda, on va fermer. Bon, une minute pour toi, une minute pour moi. Je n'ai pas osé dire Mali que je vais écouter, mais c'est ce que j'ai fait. J'ai écouté et avec un réel plaisir. Abou Moussa est sorti de l'école d'architecture de Dakar, donc on le connaît très bien. Et avant qu'il effectivement tout son parcours avec la terre, les bases étaient aussi ici. Parce qu'avec Dujarric, on le dit toujours, il y a eu toute cette construction sur la terre et tout. J'en parlerai plus amplement. Comme j'ai dit, on va clore. Bon, moi aujourd'hui, l'émission a été vraiment parfaite. C'est-à-dire, plus on quitte une émission précédente, plus on monte de cran. Et je félicite tout le monde, les invités. Et je pense que Mamie, y compris Bram ou toi, vous allez tous revenir avant la fin du mois. Parce que on ne peut pas épuiser votre savoir-faire. On a envie de l'avoir et on va continuer. Je remercie tout le monde.